À 5h30 du matin, le 16 juillet 1979, un employé de l'usine United Nuclear Corporation Mill près de Church Rock, au Nouveau-Mexique, remarqua que quelque chose n'allait pas. Une brèche de 6 mètres s'était ouverte dans la berge sud du barrage de résidus miniers. 94 millions de gallons de déchets radioactifs se déversaient déjà dans le pipeline à Ohio. Le liquide était suffisamment acide pour brûler la peau au contact. Son pH était compris entre 1,2 et 1,5, soit à peu près l'acidité de l'acide de batterie, et il était chargé d'uranium, de thorium, de radium et de polonium. Mais voici ce qui rend ce moment effrayant. Cette catastrophe a libéré plus de radioactivité dans l'environnement que celle de 3 Mile Island. 46 curies d'émetteurs alpha contre 13 pour 3 Mile Island. Pourtant, la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler de Church Rock. Le moment choisi n'était pas une coïncidence. Le 16 juillet 1979 marquait exactement 34 ans depuis l'essai nucléaire Trinity, la première explosion atomique au monde. Cet essai avait également eu lieu à 5h30 du matin, à la même date et dans le même état. Mais alors que Trinity est entré dans l'histoire, Church Rock en a été enseveli. Avant de nous plonger dans ce qui est devenu la plus grande catastrophe radioactive des États-Unis, pensez à liker et à vous abonner. Cette histoire doit être racontée. La fuite ne resta pas confinée. En quelques heures, les boues contaminées s'écoulèrent en aval par le pipeline à Ohio jusqu'à la rivière Puco. De là, elles parcoururent 130 km à travers le territoire de la nation Navajo jusqu'en Arizona. Le déluge radioactif contamina les réserves d'eau d'au moins 11 communautés Navajo. Mais 1700 personnes vivaient le long de cette zone contaminée. L'eau présentait un niveau de radioactivité 7000 fois supérieur à la limite de potabilité. Le bétail qui s'était baigné dans les effluents acides a subi des brûlures chimiques. Les habitants ont signalé des brûlures cutanées après avoir été en contact avec l'eau. Les enfants qui avaient joué dans ces eaux depuis des générations ont désormais reçu l'ordre de s'en éloigner complètement. Des panneaux d'avertissement ont été installés le long du rio Puco. Mais pour de nombreuses familles de Navajo, cette rivière n'était pas seulement une source d'eau. Elle était leur vie. Elle arrosait leur culture. Elle nourrissait leurs animaux. Elle reliait leur communauté à travers le haut désert. Et désormais, elle était empoisonnée. L'usine de la United Nuclear Corporation était en activité depuis juin 1977. Elle utilisait un procédé appelé lixiviation au cyanure pour extraire l'uranium des anciens déchets miniers, la même méthode qui allait plus tard échouer de manière catastrophique à Baméar en Roumanie. Mais l'usine de Church Rock montrait des signes avant-coureurs depuis des années. Des fissures sont apparues dans le barrage dès 1977. Elles ont été colmatées avec un mélange de bentonite et de kérosène, ce qui revenait essentiellement à boucher les fissures avec de l'argile et du pétrole. D'autres fissures sont apparues en octobre 1968. Elles ont également été colmatées et ignorées. Le barrage mesurait 10 mètres de haut et comportait 3 bassins de résidus distincts. La cellule sud, celle qui a cédé, était construite sur des sables et des limons argileux instables. Les fondations étaient susceptibles de s'affaisser. Les ingénieurs le savaient. Ils l'ont quand même construite. Le bassin de résidus n'était pas revêtu, ce qui a permis aux infiltrations radioactives d'affaiblir les fondations par le dessous. Le niveau des liquides aurait dépassé de 60 cm la capacité prévue. Tous les signes avant-coureurs ont été ignorés ou traités à la va-vite. Lorsque de fortes pluies se sont abattues en juillet, les fondations saturées ont fini par céder. L'affaissement différentiel, c'est-à-dire l'enfoncement inégal de la base du barrage, a provoqué la rupture catastrophique. Cela aurait pu être entièrement évité, mais la prévention aurait coûté de l'argent. Lorsque la United Nuclear Corporation a abordé pour la première fois la question du déversement, elle l'a qualifié d'acte de Dieu. Les responsables de l'entreprise ont insisté sur le fait que le barrage répondait aux normes internationales. Ils ont affirmé que les conditions météorologiques extrêmes qui ont frappé la région étaient imprévisibles dans des conditions normales. Les chiffres racontaient une autre histoire. Il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure, mais d'un acte de négligence. La fuite s'est produite 4 mois seulement après que l'île 3M ait attiré l'attention nationale sur la sécurité nucléaire. Mais alors que l'île 3M a fait la une des journaux pendant des semaines,
Church Rock a à peine été mentionné dans les médias nationaux. La différence ne résidait pas dans l'ampleur de la catastrophe. Church Rock était objectivement pire. La différence résidait dans l'emplacement. L'île 3M menaçait la banlieue de Pennsylvanie. Church Rock menaçait la nation navajo rurale. Le Nouveau-Mexique a initialement fermé l'usine en attendant les résultats de l'enquête. Mais en novembre, les opérations avaient repris. La Commission de réglementation nucléaire a suspendu la licence de United Nuclear le 12 octobre, puis l'a rétablie le 2 novembre, soit 3 semaines plus tard. C'est le temps qu'il a fallu pour que la plus grande fuite radioactive de l'histoire des États-Unis mette une usine d'uranium hors service. Pendant ce temps, les communautés en aval ont dû faire face à la contamination de l'eau, du sol et du bétail. La nation Navajo a finalement conclu un accord avec United Nuclear pour un montant de 525 000 $ en 1980, soit moins de 6 $ par personne touchée. Les équipes de nettoyage n'ont nettoyé que les zones les plus contaminées près du cours supérieur de la rivière. En aval, des mares stagnantes chargées d'acide sulfurique ont persisté pendant des semaines. Les agences de l'Arizona et du Nouveau-Mexique ont initialement déclaré qu'il n'y avait pas de danger immédiat. Mais le danger immédiat n'était pas le problème. Le problème était éternel, car ce qui s'était passé à Church Rock ne concernait pas seulement la rupture d'un barrage un matin de juillet. Il s'agissait d'un système qui traitait les terres Navajo comme si elles étaient sacrifiables. Un système qui privilégiait le profit plutôt que la protection. Un système qui enterrait ses pires catastrophes sous un jargon bureaucratique et une mainmise réglementaire. La nation Navajo est située sur certains des gisements d'uranium les plus riches d'Amérique du Nord. En 1979, 4 millions de tonnes de minerais avaient été extraites des terres navajeuses. Le Government Accountability Office identifiera plus tard 523 mines d'uranium abandonnées disséminées sur le territoire navajo. Church Rock n'était que le début d'une histoire beaucoup plus vaste, une histoire de racisme environnemental, de colonialisme nucléaire, de ce qui se passe lorsque les personnes qui paient le prix de l'énergie américaine n'ont pas le pouvoir de refuser. Et la situation était sur le point d'empirer. À 6 heures du matin, l'employé de United Nuclear qui avait découvert la brèche avait réussi à arrêter les pompes de vidange. 2 heures plus tard, les équipes ont érigé une digue temporaire pour arrêter le flux résiduel. Mais 94 millions de gallons s'étaient déjà échappés, ainsi que 1100 tonnes de résidus solides. Les dégâts ont été causés en 3 heures. Les conséquences dureront des décennies. En moins de 24 heures, le panache radioactif s'était propagé sur plus de 100 km en aval. La contamination a atteint près de 100 mètres en Arizona, plus loin que ce que tout le monde avait prévu. Les échantillons d'eau prélevés en aval ont mesuré un rayonnement alpha brut de 128 nanocuries par litre. Ce n'est pas seulement supérieur aux limites de sécurité, c'est dans un autre univers que les limites de sécurité. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont sélectionné 6 Navajos pour des tests biologiques au Laboratoire national de Los Alamos. Les résultats de ces tests restent classifiés à ce jour. Que cherchent-ils? Qu'ont-ils trouvé? Le silence lui-même en dit long. Visuel, responsable du CDC en combinaison de protection, installation de Los Alamos, documents expurgés, l'administration de la sécurité et de la santé dans les mines a immédiatement ouvert une enquête. Son rapport, publié le 23 juillet 1979, était accablant. La Commission de réglementation nucléaire a commandé sa propre analyse technique de la défaillance. Les deux sont arrivés à la même conclusion. Cette catastrophe aurait pu être entièrement évitée. Le barrage avait été construit sur des sédiments argileux et du sable instable. Les ingénieurs savaient que ce sol se tasserait de manière inégale sous la pression. Le tassement différentiel avait été identifié comme le principal mécanisme de défaillance avant même le début de la construction. Ils l'ont quand même construit. Le bassin de résidus n'était pas revêtu. Des fuites radioactives affaiblissaient les fondations depuis l'ouverture de l'installation. Le niveau des liquides dépassait de 60 cm la capacité prévue. Des fissures étaient apparues à plusieurs reprises et avaient été colmatées à l'aide de solutions temporaires. Tous les signes avant-coureurs avaient été documentés et ignorés.
Il ne s'agissait pas d'une catastrophe naturelle. Il s'agissait d'une négligence de la part de l'entreprise, avec des conséquences radioactives. Mais la défaillance technique n'était que le début. La véritable histoire réside dans la réponse, ou plutôt l'absence de réponse. Lorsque la nouvelle de la fuite a été annoncée, les agences de l'Arizona et du Nouveau-Mexique se sont empressées de rassurer le public. Elles ont déclaré qu'il n'y avait pas de danger immédiat, que les niveaux de radiation revenaient à la normale et que l'eau était potable pour le bétail dans la plupart des régions. Le mot « immédiat » avait une grande importance dans ces déclarations. Le danger immédiat n'était pas le problème. Le problème était l'uranium-238, dont la demi-vie est de 4,5 milliards d'années. Le problème était le thorium-230, qui reste dangereux pendant des dizaines de milliers d'années. Le problème était le radium-226, qui s'accumule dans les os et les dents. Il était techniquement correct de dire qu'il n'y avait pas de danger immédiat, mais cela n'avait aucune importance. Des audiences du Congrès étaient prévues pour le 22 octobre 1979. La sous-commission de la Chambre des représentants voulait des réponses. Comment cela avait-il pu se produire? Qui était responsable? Combien d'autres Church Rocks étaient sur le point de céder? Les témoins affirmeraient que la rupture aurait pu être évitée. Ils détailleraient les raccourcis techniques, la mainmise sur la réglementation, le mépris systématique des communautés navajo en aval. Ils exigeraient des comptes. Mais pour demander des comptes, il faut avoir du pouvoir. Et le pouvoir était précisément ce qui manquait aux communautés navajo dans l'économie de l'uranium qui s'était développée sur leur terre. Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. La catastrophe de Church Rock n'était pas un événement isolé. Elle était le résultat prévisible de décennies d'extraction d'uranium qui ont traité la nation navajo comme une zone sacrifiée au niveau national. En 1979, 4 millions de tonnes de minerais d'uranium avaient été extraites des terres navajo. La majeure partie avait été expédiée pour alimenter le programme d'armement nucléaire et les centrales électriques des États-Unis. Les profits sont partis avec l'uranium. La contamination est restée. Le Government Accountability Office a finalement identifié 523 mines d'uranium abandonnées, disséminées sur le territoire navajo. 523 sites où des déchets radioactifs ont été laissés sur place lorsque les sociétés minières sont parties. Aucun nettoyage, aucune surveillance, aucune responsabilité envers les communautés laissées pour compte avec les conséquences. Church Rock n'était que le dernier ajout à cet héritage toxique. Mais c'était différent, car cela ne pouvait pas être caché. Lorsque 94 millions de gallons de déchets radioactifs se déversent dans un grand réseau fluvial, les gens le remarquent. Lorsque le bétail commence à mourir et que les enfants ne peuvent plus jouer dans l'eau, les dégâts deviennent visibles. Pour la première fois, le colonialisme nucléaire américain avait des conséquences qui ne pouvaient être contenues à l'intérieur des limites de la réserve. La date de la fuite, le 16 juillet, avait une symbolique sombre. 34 ans plus tôt, jour pour jour, l'essai Trinity avait marqué le début de l'ère atomique à 5h30 du matin dans le désert du Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, à la même heure, à la même date et dans le même état, l'héritage nucléaire américain se répandait littéralement dans le paysage. Trinity avait pour but d'exploiter l'atome. Church Rock montrait ce qui se passait lorsque cette puissance échappait à tout contrôle. Mais alors que Trinity est entré dans les livres d'histoire, Church Rock a été considéré comme un accident industriel. La différence n'était pas scientifique, elle était politique. Trinity servait la puissance américaine. Church Rock en révélait le coût. Les tests biologiques ont révélé quelque chose de troublant. Les 6 Navajos sélectionnés par le CDC n'étaient pas des échantillons aléatoires. Ils avaient été spécifiquement choisis en fonction de leur niveau d'exposition. Mais les résultats, ce que ces tests ont révélé dans leur corps, restent classifiés des décennies plus tard. Quel type de contamination nécessite 45 ans de secret? Les experts médicaux qui ont étudié le déversement ont exprimé en privé leurs inquiétudes concernant les risques de cancer à long terme, les dommages génétiques et les effets sur la santé reproductive. Mais les déclarations publiques sont restées soigneusement neutres. Des recherches supplémentaires sont nécessaires. Une surveillance à long terme est recommandée. Aucune menace immédiate pour la santé n'a été identifiée.
Le fossé entre les inquiétudes privées et les assurances publiques devenait une habitude. En 1980, United Nuclear Corporation a réglé à l'amiable avec la nation Navajo une plainte civile pour 525 000 $ pour le plus grand déversement radioactif de l'histoire des États-Unis, pour avoir contaminé 80 mètres de rivière et exposé 1700 personnes à des niveaux de radiation dangereux, 525 000 $, soit moins que le prix d'une maison en banlieue en 1980, moins de 6 $ par personne touchée. Ce règlement n'était pas une compensation, c'était une insulte ajoutée à un préjudice radioactif. Pendant ce temps, les efforts de nettoyage se concentraient sur la contamination la plus visible près du site du déversement. Les points chauds ont été raclés et éliminés sur plusieurs kilomètres en amont de la rivière. Mais en aval, des flaques stagnantes chargées d'acide sulfurique ont persisté pendant des semaines. Les sédiments contaminés qui s'étaient déposés sur 80 miles du lit de la rivière ont été laissés en grande partie intacts. Il était moins coûteux de nettoyer l'aspect visuel que de nettoyer la contamination. Le Nouveau-Mexique a initialement fermé l'usine en attendant les résultats de l'enquête. La fermeture a duré exactement 3 semaines. Le 2 novembre 1979, la United Nuclear Corporation avait repris ses activités. La Commission de réglementation nucléaire avait suspendu sa licence le 12 octobre et l'avait rétablie 21 jours plus tard. 3 semaines pour enquêter sur le plus grand déversement radioactif de l'histoire des États-Unis. 3 semaines pour s'assurer que cela ne se reproduirait plus. 3 semaines pour rétablir la confiance du public dans la sûreté nucléaire. Mais la confiance, tout comme la contamination, ne respecte pas les délais officiels. La vraie question n'était pas de savoir comment Church Rock avait pu se produire. La défaillance technique était évidente. Des raccourcis techniques prévisibles sur un terrain instable avec une surveillance inadéquate. La vraie question était de savoir pourquoi cela avait été autorisé. Et cette question a conduit à des vérités dérangeantes sur le racisme environnemental, la mainmise des entreprises sur les agences de réglementation et le sacrifice systématique des communautés autochtones pour les besoins énergétiques américains. Church Rock n'était pas un accident, c'était une fatalité, et tant que le système sous-jacent ne changerait pas, cela allait se reproduire. Les enquêtes ont révélé quelque chose de plus inquiétant que la défaillance technique. Elles ont révélé un système conçu pour échouer en toute sécurité pour tout le monde, sauf pour les personnes vivant en aval. Le rapport technique de la Commission de réglementation nucléaire, achevé en 1980, a documenté tous les signes avant-coureurs qui avaient été ignorés. Des fissures colmatées avec de la bentonite et du kérosène. Des tassements de fondations documentés mais ignorés. Des niveaux de liquide dépassant la capacité, des systèmes de drainage qui n'ont jamais fonctionné correctement. Mais la conclusion la plus accablante n'était pas d'ordre technique. Elle était d'ordre institutionnel. Le cadre réglementaire censé prévenir des catastrophes, comme celle de Church Rock, avait été pris en otage par l'industrie qu'il était censé superviser. United Nuclear Corporation fonctionnait avec un minimum de contrôle indépendant. Des inspections périodiques étaient menées par les autorités locales, qui manquaient à la fois d'expertise et de pouvoir d'exécution. Il y avait un décalage systématique entre les rapports techniques et les mesures réglementaires. Les ingénieurs documentaient les problèmes. Les bureaucrates rédigeaient des rapports. Les entreprises continuaient à fonctionner. Les communautés en payaient le prix. L'administration chargée de la sécurité et de la santé dans les mines a constaté que le tassement différentiel, c'est-à-dire l'affaissement inégal qui a causé la rupture du barrage, avait été identifié comme le principal risque avant le début de la construction. L'Agence internationale de l'énergie atomique a par la suite classé cet incident comme un cas d'école de défaillance structurelle prévisible. Le barrage a néanmoins été construit sur un sol inadapté, avec un drainage insuffisant, en utilisant des méthodes de construction connues pour être vulnérables aux conditions qui ont précisément causé l'effondrement. Il ne s'agissait pas d'incompétence, mais d'un risque calculé pris avec la vie d'autres personnes. La surveillance environnementale qui a suivi a révélé l'ampleur réelle de la catastrophe. La division de l'amélioration de l'environnement du Nouveau-Mexique a prélevé plus de 200 échantillons de sol dans les mois qui ont suivi le déversement. Elle a découvert une contamination à l'uranium, au thorium-230, au radium-226
et au polonium sur un corridor fluvial de 80 mètres. Mais elle a également découvert autre chose, du cadmium, du nickel, du molybdénum, du sélénium et du plomb. Le déversement n'avait pas seulement libéré des matières radioactives, il avait mobilisé des décennies d'accumulation de métaux lourds provenant du traitement de l'uranium. La contamination était plus complexe, plus persistante et plus dangereuse que ce que l'on avait initialement admis. Les communautés Navajo en aval sont devenues les sujets involontaires d'une étude à long terme sur l'exposition aux radiations. Des chercheurs en médecine sont arrivés avec des blocs-notes et des formulaires de consentement. Ils voulaient documenter les effets sur la santé. Ils voulaient publier des articles sur les clusters de cancer et les dommages génétiques, mais ils ne voulaient pas nettoyer la contamination qui causait les problèmes qu'ils étudiaient. La recherche sans remédiation est devenue une autre forme d'exploitation. Les familles Prunavajo se sont retrouvées traitées comme des points de données dans des études universitaires, tandis que leurs enfants ne pouvaient pas jouer en toute sécurité dans l'eau. Le site de Church Rock a été proposé pour figurer sur la liste des priorités nationales le 30 décembre 1982. Il a été finalisé en tant que site Superfund le 8 septembre 1983. L'Agence de protection de l'environnement a sélectionné une solution de nettoyage le 30 septembre 1988. Il a fallu 9 ans pour décider comment nettoyer le plus grand déversement radioactif de l'histoire des États-Unis. La construction a été achevée le 29 septembre 1998, 19 ans après le déversement. Toute une génération d'enfants Navajo a grandi avec de l'eau contaminée, pendant que les bureaucrates débattèrent des normes de nettoyage. Mais le nettoyage était un terme relatif. La solution consistait principalement à contenir la contamination la plus visible sur le site même du déversement. Les 130 km de contamination en aval, les sédiments qui s'étaient déposés dans le lit de la rivière et la plaine inondable sont restés largement intacts. Contenir, pas nettoyer. Contrôler l'apparence, pas la contamination. La dernière révision quinquennale a été achevée le 29 septembre 2023. 44 ans après la fuite, le PA continuait à mener des révisions pour déterminer si le nettoyage fonctionnait. Ce n'est pas du nettoyage, c'est la gestion d'une contamination perpétuelle. Pendant ce temps, il devenait impossible d'ignorer la tendance générale. Church Rock n'était pas un incident isolé. Il s'inscrivait dans une économie d'extraction systématique fondée sur les terres Navajo et le sacrifice des Navajo. Le Government Accountability Office a recensé 4 millions de tonnes de minerais d'uranium extraites de la nation Navajo jusqu'en 1979. 523 mines d'uranium abandonnées parsemaient le paysage. 46 de ces mines ont ensuite été classées comme présentant un risque élevé, car elles se trouvaient à proximité de habitations ou de sources d'eau. Chaque mine représentait une communauté à qui l'on avait promis des emplois et la prospérité en échange de ses terres et de sa santé. Chaque abandon représentait une communauté laissée seule face aux déchets radioactifs, tandis que les profits étaient transférés ailleurs. En 2005, la nation Navajo a adopté la loi sur la protection des ressources naturelles, DNA, Natural Resource Protection Act, interdisant toute extraction d'uranium sur les terres tribales. L'interdiction a été confirmée le lendemain par un communiqué de presse. Aucune ambiguïté, aucune exception, plus aucune extraction d'uranium. Mais l'interdiction est arrivée avec 30 ans de retard. La contamination était déjà présente dans le sol, dans l'eau, dans le corps des personnes qui avaient vécu avec les conséquences de l'économie nucléaire américaine. L'Agence de protection de l'environnement et l'Agence de protection de l'environnement de la nation Navajo poursuivent leur surveillance à long terme des 523 sites miniers abandonnés. Elles procèdent à des examens tous les 5 ans. Elles publient des rapports d'étape. Elles obtiennent des financements pour la réduction des risques. Plus de 1,7 milliard de dollars ont été alloués au nettoyage des mines d'uranium abandonnées. La faillite de Tronox en 2015 a permis de récolter 950 millions de dollars, destinés spécifiquement aux efforts de nettoyage des Navajo. En 2025, un décret du ministère de la Justice a obligé United Nuclear Corporation et General Electric à retirer 1 million de mètres cubes de déchets contaminés. Mais l'argent ne peut pas effacer ce qui a déjà été fait. On ne peut pas empêcher une génération d'enfants d'être exposés aux radiations.
On ne peut pas rétablir les modes de vie traditionnels, construits autour de sources d'eau qui ne sont plus sûres. On ne peut pas rétablir la confiance entre les communautés et les institutions qui privilégièrent le profit plutôt que la protection. Certaines contaminations durent plus longtemps que les civilisations. L'uranium-238 a une demi-vie de 4,5 milliards d'années. C'est plus long que la durée de vie complexe sur Terre. C'est plus long que la durée de vie de notre Soleil. La question n'est pas de savoir si Church Rock sera nettoyé. La question est de savoir si l'humanité survivra assez longtemps pour voir l'uranium se désintégrer naturellement jusqu'à atteindre des niveaux sûrs. Et cela nous amène à la vérité la plus troublante concernant Church Rock. Cela continue encore aujourd'hui. Pas le déversement lui-même, mais le système qui l'a rendu inévitable. Le racisme environnemental n'a pas pris fin avec Church Rock. La mainmise des entreprises sur les agences de régulation n'a pas pris fin avec Church Rock. Le sacrifice systématique des communautés autochtones pour les besoins énergétiques américains n'a pas pris fin avec Church Rock. La seule chose qui a pris fin, c'est la possibilité de nier de manière plausible. 45 ans après la fuite de Church Rock, des enfants naissent encore avec des niveaux élevés d'uranium dans leur corps. Des études sur les eaux souterraines menées par l'United States Geological Survey ont révélé une contamination à l'uranium sous la rivière PCE qui persistera pendant des générations. Certains rapports classent désormais Church Rock comme la troisième plus grande catastrophe radioactive de l'histoire mondiale après Tchernobyl et Fukushima. Mais contrairement à ces catastrophes, Church Rock reste largement méconnu en dehors des communautés qui vivent quotidiennement avec ses conséquences. Ce silence n'était pas accidentel, il était stratégique. 3M Island a fait l'objet d'une couverture médiatique exhaustive parce qu'elle menaçait de perturber la politique nucléaire américaine. Church Rock a été enterré parce que reconnaître son ampleur aurait exigé de prendre en compte le racisme environnemental, ce à quoi l'Amérique n'était pas prête. La couverture médiatique en dit long. 3 Mile Island a généré des milliers d'articles de presse, des audiences au Congrès et des réformes réglementaires. Church Rock a donné lieu à quelques articles dans la presse régionale et à des examens bureaucratiques. La différence ne résidait pas dans l'ampleur de la catastrophe. La différence résidait dans ceux qui avaient le pouvoir d'exiger qu'on y prête attention. Aujourd'hui, plus de 50% des foyers de certaines régions de la nation Navajo dépendent encore de puits non réglementés pour leur approvisionnement en eau potable. Des puits qui peuvent être contaminés par l'uranium, l'arsenic et d'autres métaux lourds provenant de décennies d'activités minières. Des puits qui ne sont pas testés parce que les tests coûtent cher et que le nettoyage coûte encore plus cher. L'Agence de protection de l'environnement continue d'identifier de nouveaux sites contaminés. Les dernières études recensent 85 mines dans la seule région et des mines d'uranium abandonnées. Chaque site représente des familles qui se réveillent chaque jour en se demandant si leur eau est potable, si leurs enfants sont exposés, si les agences gouvernementales qui promettent de les protéger tiendront un jour leurs promesses. Le décret de consentement signé en 2025 par le ministère de la Justice oblige United Nuclear Corporation et General Electric à retirer 1 million de mètres cubes de déchets contaminés de Church Rock. 1 million de mètres cubes. Cela représente suffisamment de terre contaminée pour recouvrir un terrain de football sous une montagne de 180 mètres de haut. Et cela ne concerne qu'un seul déversement, provenant d'une seule installation, survenu un matin de juillet 1979. Multipliez cela par 523 sites miniers, abandonnés à travers la nation Navajo. Multipliez cela par des décennies d'extraction, avec un contrôle minimal. Multipliez cela par un système réglementaire qui traitait les terres autochtones comme des zones sacrifiées pour la sécurité énergétique américaine. L'ironie amère est inévitable. L'uranium extrait des terres Navajo a alimenté les armes nucléaires qui étaient censées protéger l'Amérique pendant la guerre froide. Les déchets radioactifs issus de cette extraction ont empoisonné l'eau, le sol et le corps des citoyens américains. La sécurité nationale reposait sur l'empoisonnement systématique des Américains. La protection était obtenue au prix du sacrifice des personnes protégées. Cette contradiction n'était tenable que tant que les victimes restaient invisibles. Church Rock a révélé cette contradiction au grand jour. Pour la première fois,
Le colonialisme nucléaire américain avait des conséquences qui ne pouvaient être contenues à l'intérieur des limites des réserves. La contamination s'est propagée au-delà des frontières de l'État. Les effets sur la santé ont touché l'ensemble des réseaux fluvieux. Il est devenu impossible de dissimuler la vérité lorsque les preuves ont été emportées par le courant à raison de 94 millions de gallons. Mais la révélation n'a pas conduit à la responsabilisation. Elle a conduit à une dissimulation plus sophistiquée. Le langage technique est devenu plus précis. La surveillance s'est intensifiée. Les contrôles sont devenus plus fréquents. Mais la relation fondamentale entre profits et privatisation est restée inchangée. La contamination socialisée est restée inchangée. Certains rapports suggèrent que les effets sur la santé de Church Rock continuent de se manifester. Des clusters de cancer sont apparus des décennies après l'exposition. Des dommages génétiques ont été transmis à des enfants qui n'étaient même pas encore nés au moment du déversement, ou encore des troubles immunitaires qui pourraient être liés à une exposition chronique à de faibles niveaux de radiation. Mais pour prouver le lien de causalité, il faut mener des études longitudinales qui coûtent des millions et prennent des décennies. Lorsque les résultats scientifiques seront définitifs, les personnes qui ont pris les décisions à l'origine de la contamination seront à la retraite ou décédées. Les entreprises auront été vendues ou dissoutes. La responsabilité aura été dispersée entre des sociétés écrans et des agences gouvernementales. Une justice retardée devient une justice refusée. Le nettoyage se poursuit, mais il s'agit d'un nettoyage d'un type très spécifique. Il s'agit davantage de confinement que d'élimination, de gestion que de restauration. L'objectif n'est pas de remettre le terrain dans son état d'origine. L'objectif est de réduire la contamination à des niveaux acceptables, tels que définis par des agences qui ne buvaient pas l'eau et ne respiraient pas la poussière. Acceptable pour qui? Acceptable par rapport à quoi? Acceptable pendant combien de temps? Il n'y a pas de réponse facile à ces questions. Aujourd'hui, le site de Church Rock fonctionne selon un cycle d'examen quinquennal. Tous les 5 ans, les agences fédérales évaluent si le confinement fonctionne, si la surveillance est adéquate, si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Des examens quinquennaux pour une contamination qui restera dangereuse pendant 4,5 milliards d'années. C'est comme vérifier un incendie toutes les 5 minutes alors qu'il ravage un continent. Les mathématiques de la responsabilité institutionnelle ne s'adaptent pas à l'échelle du temps géologique. Et cela nous amène à l'aspect le plus troublant de l'histoire de Church Rock. Ce n'est pas de l'histoire, c'est un précédent. La mainmise réglementaire qui a permis Church Rock est toujours en vigueur. Le racisme environnemental qui a sacrifié les communautés Navajo est toujours ancré dans la manière dont l'Amérique prend ses décisions en matière d'infrastructures énergétiques. Les structures d'entreprises qui privatisent les profits et socialisent les risques n'ont pas été réformées. Elles ont été perfectionnées. Chaque projet de pipeline traversant un territoire autochtone, chaque installation de stockage de déchets implantée dans des communautés à faible revenu, chaque agence de régulation capturée par l'industrie qu'elle est censée superviser, chaque analyse coût-bénéfice qui ne tient pas compte de la santé des personnes qui n'ont pas de pouvoir politique. Church Rock n'a pas mis fin à ces pratiques, elle les a révélées. La question n'est pas de savoir s'il y aura un autre Church Rock. La question est de savoir si nous le reconnaîtrons quand cela se produira, si nous reconnaîtrons la nature systématique du racisme environnemental, si nous exigerons des comptes avant que les dégâts ne soient causés plutôt que de les gérer après coup. Car le confinement n'est pas un nettoyage, la surveillance n'est pas la justice, et accepter la contamination comme le prix de l'énergie n'est pas une base durable pour la civilisation. 45 ans après le plus grand déversement radioactif de l'histoire des États-Unis, les niveaux d'uranium dans certaines communautés Navajo dépassent toujours les normes de potabilité de l'eau. Les enfants ne peuvent toujours pas jouer en toute sécurité dans les ruisseaux où leurs grands-parents pêchaient autrefois. Les familles doivent toujours choisir entre une eau en bouteille coûteuse et des puits potentiellement contaminés. Le déversement a duré 3 heures. Ses conséquences survivront à notre espèce. Si cette histoire change votre façon de voir la justice environnementale, si elle vous amène à vous demander qui sacrifie sa santé pour les besoins énergétiques de qui, alors assurez-vous de vous abonner, car ce n'est pas la seule catastrophe qui a été enterrée sous le langage bureaucratique et la capture réglementaire. Il y a d'autres histoires à raconter,
d'autres communautés qui mériteront notre attention, d'autres catastrophes que les puissants intérêts préfèrent de passer sous silence. Le prochain Church Rock est en train d'être planifié en ce moment même. La seule question est de savoir si nous l'arrêterons avant qu'il ne commence ou si nous passerons les 45 prochaines années à gérer la contamination tout en prétendant qu'elle était inévitable. Church Rock n'était pas un accident, c'était un choix. Et chaque jour, nous permettons au même système de fonctionner avec les mêmes incitations. Nous faisons à nouveau ce choix. L'uranium nous survivra tous. La seule question est de savoir quel genre de monde nous laisserons derrière nous.